Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en pleine trêve estivale, c'est le bon moment pour faire un nouveau bilan sur les performances de tous les pilotes. Mais pour pimenter un peu la chose et éviter de simplement redonner mon classement général dans l'ordre croissant ou de faire un top flop, j'ai décidé de tourner ça sous l'angle de la question suivante: qui a le meilleur duo de pilotes de la grille ? Une manière sympa de faire notre classique bilan et de se poser une question à laquelle on n'a pas encore répondu cette année. Les critères, ils sont très simples. Il y a d'abord la performance individuelle des deux pilotes, l'écart entre ces deux performances, la répartition des points, les duels, les stats, le ressenti. Bref, c'est très simple, vous avez tout, on peut y aller. Voici mon top 10. Numéro 10, Williams. Alors déjà, je dois préciser que pour les pilotes appartenant aux équipes du 3e voire 4e rang du plateau, les notes sont très difficiles à mettre, car déjà on les voit peu, très difficile de comprendre leur week-end, leurs machines sont limitées et donc les limites, et puis il est évidemment très dur d'estimer ce qu'ils devraient faire. Si ça se trouve, pour certains, faire 15e c'est un énorme exploit, mais on a du mal à le savoir. Et enfin, faut aussi dire que je vais pas mettre 17 ou 18 pour une 15e place, même si le mec ne peut pas faire mieux. Donc voilà, les notes, pour ceux du fond de la grille, c'est à prendre avec des pincettes, encore plus que pour les mecs du devant de la grille. Celui qui illustre le mieux cela, c'est Alexander Albon. Sa première partie de saison est très bonne, je l'adore. Pour moi, il a prouvé qu'il méritait vraiment sa place en Formule 1. Il a sorti 4-5 performances de très haut vol, et le reste a toujours été soit bon, soit très bon. Rien à dire, mais niveau note, il n'est que 13e de mon classement, parce que bien souvent, quand il fait un truc super, il est 11e, 12e, et on l'a pas vu du week-end, donc je peux pas non plus mettre des 18. En fait, je crois que pour Albon, faut pas regarder la moyenne générale, vu le niveau de sa voiture, elle veut pas dire grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il surdomine son coéquipier, qu'il est très bon, qu'il a marqué les points quand il fallait, et que c'est validé, il peut rester en Formule 1 pour plusieurs années maintenant, on le sait. D'ailleurs, grâce à sa présence, Williams a failli échapper à la dernière place de mon top 10, mais malheureusement, il cumule 3 éléments qui sont beaucoup trop graves. Déjà, ils ont la pire moyenne quand on cumule la moyenne générale des deux pilotes, 11,7, c'est 1,2 points la 9e moyenne et 3 points derrière la moyenne du plateau. C'est catastrophique. Surtout, et ça c'est un élément que je vais beaucoup prendre en compte car je le trouve vraiment révélateur, Williams a le plus gros écart entre la moyenne générale des deux pilotes. 14,1 pour Albon, 9,3 pour Latifi, 4,8 points de disparité, c'est colossal. Il y a un côté du garage qui marche et pas l'autre, c'est pas du tout homogène, et ça, dans l'optique d'un duo, ça fait très mal. Et là du coup, on en vient au 3e point, qui fait que Williams a le pire duo de la grille, c'est Nicolas Latifi. Il est de très loin le moins performant de cette grille, et ce, même si depuis Silverstone, c'est mieux. Ça reste en dessous, et surtout, ses 10 premiers Grands Prix ont fait trop de mal. Il est sur le point de perdre sa place en Formule 1, et après 3 saisons, ce n'est que logique. Quand on voit le retard qu'a Williams, et qu'il faut être plus que parfait s'ils veulent jouer les points, on l'a vu lors des 3 petits points qu'ils ont réussi à gratter cette saison, et qu'on voit en face le niveau de performance de Latifi, 95% du temps, ils font rouler une deuxième voiture pour rien. Il n'y a absolument aucun espoir que Nicolas en fasse quelque chose. Et ça, évidemment, dans l'optique du meilleur duo, c'est pire que tout, parce qu'il y en a un des deux qui plombe la chose, et qui les met derniers, à mon sens. Numéro 9, Aston Martin. Alors à partir de là, ça me paraît beaucoup plus serré, entre la 9e et la 6e voire 5e place, il y a beaucoup de places qui peuvent s'interchanger, je suis d'ailleurs curieux de voir comment vous allez arbitrer. Moi, j'ai mis Aston 9e. Pour Aston, il y a plusieurs problèmes, à commencer par Lance Stroll, qui a été bon voire correct sur la moitié des Grands Prix on va dire, vous voyez les meilleures notes qu'il a obtenues, mais ça ne monte jamais très haut, et surtout l'autre moitié a été plutôt catastrophique, vous le voyez. Tout ça fait que Lancelot, et oui car c'est son vrai prénom, est 19e de mon classement et même assez loin du 18e. Si je lui reconnais une capacité à bien s'en sortir sur des longs relais et à atteindre un niveau moyen pas inintéressant, les faits sont là avec notamment 9 sorties en Q1 sur 13 possibles et seulement 20% des points inscrits par l'écurie. Pour une 6e saison en Formule 1 et face à un Vettel qui n'est pas non plus à son prime, on en attend mieux, son manque de compétitivité chronique et ses fautes coûtent cher à l'équipe. Ça donne à Aston la 2e pire moyenne du plateau avec 13 sur 20 et un écart de 2,6 points qui est aussi plutôt grand. C'est trop.
En face, Vettel, lui, fait une bonne première partie de saison et permet du coup à Williams de ne pas non plus sombrer dans ce classement. Voilà, je crois que sur 9 fois où je l'ai noté, il y en a 6 où il a eu 15 ou mieux. Un exemple assez parlant de son niveau de performance. Malheureusement, la catastrophe qu'il a vécue en Australie vient amoindrir la moyenne, et même si on pourrait dire que Seb n'est pas non plus au niveau des tout meilleurs de ses grilles, hein, il ne l'est pas clairement, eh bien il fait son travail avec qualité, et si Aston a le 9e moins bon du haut de la grille, il est loin d'en être le premier responsable. Numéro 8, McLaren. Alors là, j'ai volontairement baissé McLaren dans ce classement, car si on ne prend que la moyenne générale des pilotes, qui est un des critères les plus importants, elle se classerait 5e et non 8e. Oui, mais après Williams, c'est l'écurie de la grille qui a le plus grand écart de performance entre ces deux pilotes. On parle de près de 4 points de moyenne générale. D'un côté, il n'y a presque rien à dire sur Norris, tant il a été plutôt irréprochable et quasi parfait l'immense majorité du temps, surtout en course et avec en plus des coups d'éclat en qualif. Il continue d'être le leader de McLaren et d'aller chercher systématiquement le plus de points possible. Grâce à lui, ils sont bien dans la course à la 4e place. Et ses pires performances, c'était des courses comme Bakou ou Miami, où il n'a même pas été mauvais, juste moins écrasant. Pour moi, Lando, encore une fois, est dans le groupe des 7 meilleurs pilotes de ce début de saison, des pilotes qui se détachent, il n'y a pas photo, il y est, il est très très bon. Et un petit peu à l'image de ce qu'on disait pour Leclerc l'an dernier, on espère désormais qu'un jour il aura la voiture pour s'exprimer au plus haut niveau, et qu'en attendant, il ne se frustrera pas. Par contre, le problème pour McLaren, c'est qu'on ne parle pas d'un pilote individuellement, on parle d'un duo. Et là, hormis sur 4-5 courses, eh bien Daniel Ricciardo n'a absolument pas atteint le niveau de Norris. Seuls Stroll et Latifi sont moins bien notés cette saison pour moi. Entre les catastrophes vécues à Monaco ou Silverstone, les piètres performances au Hungaroring ou à Imola, ainsi que beaucoup de choses juste beaucoup trop moyennes, eh bien le positif vu à Jeddah, Melbourne ou Bakou peine à faire remonter la moyenne. Le constat chiffré fait mal et n'est absolument pas dû à la malchance, ça reflète vraiment le niveau de performance des deux pilotes. Aujourd'hui, Ricciardo a 4 fois moins de points que Norris, il n'est entré dans le top 10 qu'à 4 reprises sur 13 possibles, et depuis Imola, il n'a inscrit que 8 petites unités contre ses 41 pour Lando. Ça dit tout. En fait, c'est simple, il n'y a qu'une triste réalité. Quelles qu'en soient les raisons, que ce soit une voiture inadaptée ou un Daniel finito, comme on dit, eh bien le passage de l'Australien chez McLaren est juste un énorme échec, ça ne marche pas. Dans ce contexte, chercher à arrêter les frais et à trouver un autre pilote est donc assez logique, on y reviendra en temps et en heure, parce qu'à l'heure actuelle, Daniel coûte beaucoup trop de points dans la lutte à la 4e place, et fait de McLaren le 8e meilleur duo de la grille à mon sens, alors qu'il y a 2 ans, quand tu vas le chercher, t'espères être dans le top 3. Ça fait mal. Numéro 7, Haas. En vrai, pour une écurie qui traîne dans la 3e voire 4e partie du tableau, qui avait Mazepin dans la voiture l'an dernier, et qui à 2 semaines du premier Grand Prix n'avait qu'un pilote, eh bien Haas ne s'en sort pas si mal, en tout cas ils font pas honte. Le revenant Magnussen a tout éclaté dès Bahreïn et a surfé là-dessus pendant un bon moment, fort d'autres bonnes performances comme à Jeddah ou Imola. L'enchaînement Autriche-France fut également excellent et il fait une très bonne première partie de saison. Son retour est une réussite. Je note quand même quelques erreurs de précipitation dans les premiers tours qui, à mon sens, ont coûté quelques points précieux à Haas. Il y a aussi eu un petit peu de malchance parfois. Et il faut pas oublier quand même un passage globalement moyen entre Miami et Silverstone. Mais ça reste validé, il est aux portes de mon top 10 sur cette saison. Ça craque pas le plafond, mais c'est très très bien. Le problème pour Haas dans l'optique d'un duo, c'est qu'il y a quand même un écart entre les deux pilotes. Il y a 2,4 points à la moyenne et au niveau comptable, il y a 22 points à 12. C'est un bilan qui au final est quand même plutôt flatteur pour Mick Schumacher qui a relevé la barre un petit peu au dernier instant. Il prenait un 22-0 à un moment donné, je crois. On le sait, l'Allemand a connu de gros crashs, les 2 points noirs de ce début de saison. Il y a également eu des ratés bien moches à Imola et Bakou, ainsi que pas mal de week-ends trop moyens. Tout ça fait mal évidemment à la moyenne générale et il pourrait largement être l'avant-dernier pilote de ce début de saison s'il n'avait pas fait 4-5 grands prix comme à Melbourne par exemple où on sentait des choses intéressantes et surtout s'il n'avait pas eu le déclic sur la période Silverstone-Autriche. Là-bas, il s'est montré pour la première fois comme un pilote de Formule 1 solide avec un avenir à suivre. On n'est pas encore convaincu, mais il y a quelque chose. Donc pour Mick, ça reste pas assez, c'est encore un petit peu trop bas, il y a encore un petit peu trop de déchets qui vient tout gâcher,
et c'est encore un petit peu trop inconstant, mais il faut pas oublier son âge, sa faible expérience, on l'a déjà dit mais c'est quasiment un rookie au final, et aussi il faut pas oublier de souligner les quelques bonnes choses qu'il a fait aussi. Malgré tout, c'est encore pas optimal, du coup le duo de Haas n'est clairement pas parmi les top de la grille. C'était plutôt le cas au niveau de l'Autriche, là le duo était très fort, mais sur la globalité, on n'y est pas encore. Numéro 6, AlphaTauri. En vrai, il y a plusieurs bonnes choses à signaler quant au duo que possède Franz Tost, notamment un très faible écart entre les deux pilotes à la moyenne générale, 0,88 points, seule une équipe fait mieux que ça. C'est top, ça veut dire que tu n'es absolument pas déséquilibré entre les deux côtés du garage, et d'ailleurs ça se ressent dans les points, 16 à 11, la performance peut venir de partout, voire des deux en même temps. Cela signifie nécessairement que Tsunoda a progressé, et c'est le cas. On le sentait déjà venir sur la deuxième partie de saison dernière et il le concrétise. Le japonais a une meilleure approche et un niveau moyen plus élevé. Sur des week-ends comme Imola, Barcelone, Bakou ou le Castellet, il a occupé une place très intéressante sur la grille. Gasly, lui, est expérimenté et un des meilleurs du midfield depuis 3 ans. 4 de ses 5 premières courses ont été vraiment excellentes et il y a aussi eu la performance de Bakou. Avec lui, tu es très bien. Oui, mais le souci, c'est que les deux pilotes ont leur lot de problèmes, ça plombe un petit peu leur moyenne, et ça fait chuter les espoirs de points de l'équipe. Pour Yuki, l'ennui, ce sont les trop nombreuses erreurs grossières. Évidemment, il y a le mur au Canada et le carton rouge accrochage avec Gasly à Silverstone, mais il y a aussi des week-ends terriblement mous, comme la Hongrie, l'Autriche, Monaco ou Miami. On n'y est pas encore, et en plus, il y a trop de déchets. Pour Pierre, l'ennui, ce sont quelques trous noirs. Imola, Barcelone, Montréal, Spielberg, le Castellet, c'est comme si la voiture ne lui convenait pas totalement, qu'il parvenait clairement moins bien à la faire fonctionner que depuis 2 ans, qu'il se frustrait et que du coup, par moment, il n'avait absolument pas la clé pour performer sur ce plateau serré. Tout n'est pas acheté, hein, loin de là, je répète les très bonnes performances qu'il a su faire en début de saison ou à Bakou, et la moyenne générale n'est franchement pas honteuse du tout, hein, il est juste dans la moyenne, mais dans la moyenne, c'est moins bien que ce que faisait Pierre depuis les 2 dernières années où il était parmi les outsiders de ce championnat. Cette année, c'est pas le cas. Bref, on a là 2 pilotes qui ne font pas une mauvaise saison, même si pour Yuki, par instant, on pourrait avoir envie d'en discuter, mais qui en tout cas ne sont certainement pas dans le haut, voire le très haut du panier de cette saison, ce qui fait que le duo AlphaTauri en prend un coup. Numéro 5, Alfa Romeo. Avant d'entrer sur un top 4 qui se détache clairement des autres, Alfa Romeo a, il faut le dire, de très bons arguments, avec déjà une moyenne générale à 14,3, 6ème meilleure moyenne de tous les duos de la grille, et seulement 1,4 point d'écart entre les deux pilotes, c'est très propre. Mais bon, déjà, le premier problème, c'est qu'on a un des deux pilotes, Bottas, qui a marqué 90% des points de l'écurie, c'est pas une blague, c'est le vrai chiffre. C'est pas illogique, vu la différence de statut et de niveau entre les deux, mais dans l'optique d'un duo, c'est dur de dire que c'est équilibré. Hein. D'autre part, il faut aussi être juste et signaler que Bottas n'a pas fait une première partie de saison très égale, absolument excellent au début. Par contre, depuis Monaco, il a parfois un petit peu disparu, hein, il a en tout cas été beaucoup plus moyen, ça a fait baisser sa moyenne. Depuis 6, 7, 8 courses, il n'est plus non plus un numéro 1 éclatant pour Alpha, donc ça baisse un peu. Ensuite, Joe a certes surpris positivement, et je suis le premier à reconnaître que son travail est souvent plutôt bon. Malgré tout, ça reste quand même encore assez faible. C'est un rookie, certes, mais c'est faible. Et le tout est porté par 3-4 performances qui font sublimer la note, alors que dans la réalité, sur le long terme, c'est plus moyen que ça. Je parle là de Bahreïn, Bakou, Montréal. Quand on regarde le reste, après, c'est quand même beaucoup moins brillant. Il n'y a pas d'erreur, ce qui est très bien, ce qui est valorisable, mais parfois c'est moyen et j'y vois pas quelque chose de fou. On va lui laisser le temps de se développer, et pour l'instant sa première saison en Formule 1 est plutôt une réussite, mais déjà va bien falloir la finir, et ensuite ne nous emballons pas non plus. Bref, tout ça fait que ça s'égalise plutôt pas mal à la fin, et qu'Alpha s'en sort bien, je tiens là mon 5e duo de la grille cette année. Numéro 4, Alpine. Avant que tout ça ne parte en steak pour des questions de contrat, sur la piste, Alpine tenait un des seuls duos, voire le seul duo, qui peut regarder plus ou moins dans les yeux le duo des 3 top teams. Pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore un écart, mais il y a beaucoup de très bons arguments.
En fait, c'est bien simple, ils ont la 4e meilleure moyenne de la grille avec 15,9 et le plus faible écart entre les notes des deux pilotes, 0,8 points. Alonso, Ocon, non seulement c'est proche, mais en plus c'est extrêmement complémentaire. Alors certes, l'Espagnol a plus de vitesse pure, il est le plus rapide, et sans sa malchance, il serait bien devant au niveau des points. On l'a tous vu, on le dit tous. Mais Esteban tient le choc face à un mec de ce calibre-là quand même. Il apparaît moins en Q3, il est moins brillant, il peut aller chercher moins haut, tout ça on est d'accord, mais il y a toujours des points à l'arrivée et des gros, sans erreur, sans crash, sans abandon, sans trop gros risques pris. On lui consacrera bientôt une vidéo, il y a quelques défauts à souligner, etc. J'en parlerai à ce moment-là, mais dans les faits, pour l'instant, c'est très dur de cracher sur la première partie de saison d'Esteban. Ça n'atteint pas le niveau des tout meilleurs de ce plateau, la note le reflète, mais bon, franchement, on peut difficilement critiquer. Alonso, lui, est logiquement mieux noté, tournant systématiquement autour du 16, voire mieux, ayant accroché des performances énormes en Autriche ou Castellet, par exemple. Lui fait partie du groupe des meilleurs qui s'est détaché et peut candidater à être le 5e homme de ce début de saison. En tout cas, Helmut Marko a raison quand il dit qu'il a toujours la vitesse pour remporter des grands prix. À 41 ans, il m'impressionne. C'est marrant parce que ces deux pilotes alpines font souvent beaucoup parler dans les commentaires et je suis sûr que ça va encore être le cas sous cette vidéo. Mais moi je constate qu'Alpine a un superbe duo, le 4e meilleur duo de la grille. C'est très complémentaire, d'un côté on a une bombe qui parfois explose mais qui reste une bombe, et de l'autre côté on a un métronome qui ne va pas chercher le 20 sur 20 mais qui reste un métronome et peut-être le meilleur pilote d'écurie de la grille. Moi, j'aimais beaucoup ce duo, parce que maintenant, faut en parler au passé. Numéro 3, Ferrari. On entre désormais sur le podium avec les 3 top teams, il faut faire des choix, mais assez facilement et logiquement, c'est Ferrari qu'on met à la 3e place. À mon sens, c'est quasi impossible de les mettre plus haut, ou pas mieux que 2e en tout cas. La raison est double, ils ont la moins bonne moyenne générale des 3 équipes de tête et le plus grand écart entre les 2 pilotes. La raison, elle n'est donc pas double, elle est simple, c'est Carlos Sainz. Et oui, il n'y a quasiment rien à redire sur Leclerc, hormis ses 2 pertes bien connues à Imola et au Castellet, il fait une saison de calibre champion du monde et il est largement le meilleur des 2 pilotes Ferrari. Sans la malchance et une équipe aussi bancale, il aurait déjà gagné facilement 6 ou 7 fois et pourrait mener le classement. Max fait à mon sens une saison un poil meilleure parce qu'il est vraiment absolument irréprochable et il concrétise absolument tout, mais Leclerc est absolument excellent. Carlos, lui, ne fait pas une mauvaise saison, loin de là, il est 9e dans mon classement par note, mais déjà, il y a quelques grosses erreurs, 2 en Australie, une belle en qualif à Imola, celle aussi en Espagne, et puis son niveau global a juste été décevant. Il n'est absolument pas dans le match avec les meilleurs. À aucun des 13 Grands Prix, il n'a été au niveau de Leclerc. Et parfois même, il a été battu à plat de couture, pas que par Leclerc, par d'autres concurrents, parfois même des concurrents avec une moins bonne machine. Budapest, Bakou, Barcelone, Silverstone ou Miami, ça c'est des exemples de cet écart avec le très haut niveau qu'il souhaite pourtant atteindre. Alors, j'oublie pas les très bonnes choses qu'il a faites, il y a des podiums, évidemment, il y a la victoire et la pole, même si pour moi, c'est entaché quand même d'un manque de performance sur l'ensemble du week-end. Récemment aussi, il a beaucoup progressé en cette voiture, en témoigne le Canada, l'Autriche, le Castellet. Mais voilà, en Hongrie, il a été pas bon du tout, et voilà, je suis déçu par son niveau moyen. Pour moi, c'est en deçà de ce qu'un pilote devrait produire avec cette Ferrari-là entre les mains. C'est pas catastrophique, qu'on s'entende bien, mais pour moi, c'est pas assez, et la 9e place symbolise plutôt bien cette espèce d'entre-deux. On peut pas l'assassiner pour son début de saison, mais c'est dur d'être satisfait, clairement. Et maintenant, le match pour la première place, Red Bull contre Mercedes. Alors, d'un côté, les Autrichiens ont pour eux une meilleure moyenne générale, 17.4 avec Max leader du général et notre ami Checo qui est 4e contre 17.1 avec George 3e et Lewis 5e côté Mercedes. Mais de l'autre côté justement, les Allemands, ils ont pour eux un écart plus faible entre la moyenne des 2 pilotes, 1 point contre 1,4. Honnêtement, c'est kiff-kiff, c'est pas vraiment là-dessus qu'on va les départager, mais là où pour moi la différence elle se fait, et elle se fait même plutôt clairement, c'est sur 3 autres points, la max dépendance, la tendance récente et les perspectives à venir. Depuis Montréal, Pérez galère, et Red Bull a tourné son attention sur Max, c'est sa manière de fonctionner, et en vrai on peut pas dire que ça marche pas.
Mais dans l'optique d'un duo, c'est problématique, et le fait est que depuis 4-5 courses, les deux Red Bull ont des performances très espacées, alors que c'était très serré entre elles jusqu'à Bakou, et que pendant ce temps, les deux flèches d'argent font que des tirs groupés. Gros point en la faveur de Mercedes, qui est en plus accentué par les dynamiques actuelles. George et Lewis se tirent complètement vers le haut, tous les deux dans la même dynamique, avec un Sir Hamilton qui n'arrête pas de monter en puissance, quand en face Max reste Max, mais Checo plonge. Le Mexicain n'en est pas le seul responsable, je l'ai déjà dit, mais ses performances baissent et donc le score de Red Bull avec, à la fois en termes de points et de duo. Il n'y a qu'à voir les deux dernières courses pour se rendre compte que la numéro 11 est moins performante que la numéro 44 et la numéro 63, alors que la numéro 1 vole devant. Si on continue sur ce qui se passe actuellement, à la fin de l'année, les deux pilotes Mercedes sont 3e et 4e de mon classement par note, quand Checo sera 6, 7, peut-être même 8e, et donc Mercedes aurait au final une meilleure moyenne. Enfin, en termes de perspectives d'avenir, les hommes de Wolff en offrent bien plus. Russell s'est adapté en un claquement de doigts à cette voiture et à cette équipe, et il nous a tous bluffés, au point qu'aujourd'hui on soit presque déçu quand il termine à 2 dixièmes d'Hamilton en qualif, alors qu'être à 2 dixièmes d'Hamilton en qualif, c'est énorme en fait. Il a prouvé qu'on tenait là un des hommes de demain et s'ouvre maintenant une nouvelle phase, celle où il doit résister à un Hamilton qui, après avoir digéré Abu Dhabi et testé pas mal de choses, est repassé dans le mode GOAT. En termes de duo de pilotes aujourd'hui, il est très compliqué d'être plus serein qu'à la place de Toto Wolff. Franchement, si je suis lui, je fais des nuits de 12 heures. Voilà, t'as un duo génial, et en plus dans 2-3 ans, quand Hamilton va s'en aller, tu pourras choisir absolument qui tu veux sur le plateau pour le mettre à côté d'un champion du monde potentiel. On est bien. Horner lui aussi dort très bien, parce qu'en fait il a Max Verstappen jusqu'en 2028, donc rien que ça, t'es tranquille, mais il n'a pas deux voitures et deux pilotes du même niveau, et l'écart est trop grand, et en plus il s'écarte. Pour l'instant ça ne pose pas de problème majeur, et ça reste une paire de très haut vol, on l'a mis deuxième du classement, mais ça commence à aller de moins en moins bien, et à ce rythme-là, si on refait la vidéo en fin de saison, peut-être que Red Bull ne sera plus que 3e ou 4e. Attention au sujet Pérez. Bien voilà, c'était mon top 10 des duos de pilotes cette saison, une occasion déguisée de faire un point sur chacun des 20 pilotes de la grille, comme on l'a fait, et aussi de répondre à cette question ma foi intéressante, qui désormais vous appartient dans les commentaires. Donnez-moi votre top 10, là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord, les débats que vous voulez soulever, comme d'hab, je suis là pour en discuter avec vous. Dans la description, vous trouverez mes moyennes générales au bout de 13 courses. Je sais que vous aimez bien les commenter et c'est normal. Et c'est aussi le but de la période estivale, c'est de faire le point. Donc on est en plein dedans. Si vous descendez, vous avez également le lien de mon Twitter, à la fois le pit stop et mon Twitter perso, le lien de mon Insta. Si vous remontez, on peut cliquer sur s'abonner. Il y a également le petit bouton pouce en l'air. Voilà, on fait ça. Après, on va se mettre au bord de la piscine. On est tranquille. Bref, j'espère que vous passez un bon été, que cette vidéo vous a plu, que vous aimerez également les prochaines. Et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'avoir un super duo c'est top, mais à la fin il n'y a qu'un seul champion du monde. Et vu son histoire avec ses pilotes, ça Enzo, on avait bien compris qu'il le savait. A bientôt.